Alors, bonjour à tout le monde qui est actuellement branché pour participer à cette dégustation de savoir portant sur les soins en étapes. Je me présente, je suis Hélène Brouillet. C'est moi qui aura le privilège d'animer ce webinaire. Alors, j'espère que tout le monde a bien calibré son son pour pouvoir entendre les commentaires qui seront faits. Nous allons prendre vos questions à la fin de la présentation. Cependant, je vous invite à rédiger vos questions dès maintenant dans la zone de conversation. Notre précieuse agente de recherche, Anne-Marie Cloutier, sera en mesure de consigner les questions au fur et à mesure. Ce webinaire est offert par le regroupement en santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec, en collaboration avec le réseau Calaxia. Louise Fournier est responsable de cet axe de recherche et c'est à sa demande que nous avons monté ce webinaire. L'objectif du webinaire, de plus, je trouve important de nommer que les contenus présentés dans ce webinaire sont fortement inspirés de l'ensemble des travaux qui ont été faits par l'équipe de recherche des projets Cible Qualité et des projets Jalon, auxquels les chercheurs principaux Pascal Roberge et Louise Fournier ont piloté ces projets-là. Et mes collègues Anne-Marie et Annie ont également travaillé de près à ces projets. L'objectif principal aujourd'hui sera d'une part de vous faire connaître les principes directeurs des modèles de soins par étapes et pour vous aider peut-être à vous en inspirer pour améliorer vos offres de services, bonifier vos offres de services, peut-être les organiser pour en faciliter l'accès également. Il sera question des soins par étapes sous le sens des interventions cliniques, des interventions organisationnelles et de bien préciser les rôles des différents prestataires de soins tout au long des épisodes de soins. Nous avons le privilège d'avoir également des représentants du CSSS Sud-Ouest Verdun, alors Madame Annie Arévian qui est chef de programme, ainsi qu'une clinicienne, Joanne Lapointe, qui est infirmière clinicienne au guichet d'accès. Alors, une fois la partie théorique présentée, je vais faire une entrevue structurée avec ces deux personnes et nous pourrons peut-être voir comment elles ont appliqué ce modèle de soins dans leur guichet d'accès en santé mentale. Sans plus tarder, je vais débuter. L'Organisation des soins de santé en santé mentale ont de plus en plus adopté certaines des composantes du modèle de gestion de maladies chroniques. J'en ferai pas la description. Cependant, il est reconnu que pour améliorer et bonifier les offres de services, ce modèle permet de structurer l'organisation des soins par le biais de stratégies cliniques et par le biais de stratégies organisationnelles. Lorsqu'on regarde les modèles de soins par étapes, ils s'insèrent très bien dans la composante des modèles de prestation de soins et services qui nous rappellent qu'il est important à la fois de bien définir les rôles et responsabilités, d'assurer une bonne coordination entre les professionnels, favoriser le travail en collaboration et le travail en équipe. Mais plus spécifiquement, lié au thème d'aujourd'hui, l'importance d'offrir un suivi proactif ou régulier à nos usagers, d'offrir des services de gestionnaire de cas pour les personnes qui ont des besoins de soins plus complexes et finalement d'adopter des modèles de soins par étapes. Alors, que sont ces modèles de soins par étapes? Comment pouvons-nous les définir? Les modèles de soins par étapes rappellent l'importance d'offrir des interventions qui vont répondre aux besoins des patients. Je mets l'accent ici sur le mot « besoin ». Les patients qu'on rencontre ont parfois des demandes qui sont motivées par le référent ou des demandes qui sont référées par leur connaissance des soins qu'ils pourraient recevoir. Lorsqu'on parle d'un besoin, il s'agit vraiment de cibler le besoin clinique qui permettra d'offrir un soin adapté à la condition de la personne, c'est-à-dire à la sévérité des symptômes sur le plan clinique, également des caractéristiques personnelles et sociales, de ses préférences, lorsque le choix du traitement sera fait. Donc, est-ce qu'on répond à la demande ou on répond aux besoins? Bonne question à se poser. La progression vers les niveaux soins plus complexes sera ensuite envisagée lorsqu'il n'y aura pas d'amélioration ou qu'il y a une stagnation ou une détérioration, en fait, lorsqu'on a commencé à offrir les soins. Il est donc essentiel d'avoir une évaluation continue et systématique tout au long de l'épisode de soins. Donc, évaluer la réponse au traitement. Est-ce que le soin que l'on offre améliore l'état de santé du patient? Donc, c'est la question à se poser. Et il faut
offrir vraiment cette évaluation-là tout au loin de l'épisode. Donc, les points à retenir. Il est important que le niveau de soins soit adapté à la personne et ce niveau de soins-là va varier d'un individu à l'autre. Ainsi, pour un même diagnostic, deux individus peuvent avoir un niveau de soins qui va être différent en raison de la sévérité qui ne sera pas la même, des antécédents, des facteurs psychosociaux. Donc, on évalue ce requis avec une bonne évaluation clinique. C'est pour cette raison qu'il est important de se doter d'outils d'évaluation clinique, mais également de vérifier avec les patients les attentes, quels seront des indicateurs pour eux d'amélioration de leur état de santé. Ça permet aussi de planifier l'épisode de soins. Donc, la progression de soins va se faire par la suite à l'évaluation continue. Il existe différents modèles qui ont adopté, en fait, différents guides de pratique clinique qui ont adopté ce type de modèle. Entre autres, le National Institute for Clinical Excellence, mieux connu sous le nom de NICE, offre un guide de pratique clinique qui peut nous guider dans un modèle de soins par étapes pour différents troubles mentaux courants. Enfin, ce guide-là, dont vous avez le lien Internet au bas de la diapositive, offre un modèle de soins par étapes qui inclut la dépression, les troubles d'anxiété généralisée, les troubles de stress post-traumatique ainsi que le trouble panique. Il se décline principalement sur 3 étapes. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais citer davantage l'exemple du modèle de soins par étapes pour la dépression, modèle de soins par étapes qui a également guidé la production du protocole de soins faire face à la dépression. Voici une pyramide de soins. Voici nos différentes étapes qui nous permettent d'identifier les soins requis lorsque c'est nécessaire. À la première étape, c'est l'évaluation. Peu importe, à partir du moment qu'on a une suspicion, une impression, ça sera l'évaluation. Par la suite, cette étape, elle est cruciale. Cette étape, c'est l'étape de base. Parce que c'est suite à l'évaluation qu'on sera en mesure de déterminer le niveau de soins requis. Alors ici, je trouve important de mentionner, l'idée n'est pas, suite à l'évaluation, d'amener la personne au niveau de soins 1, par la suite, voir s'il répond bien, s'il ne répond pas bien, amener à l'étape suivante, qui est l'étape 3. L'idée est davantage de faire une bonne évaluation dès le départ, et si un niveau de soins supérieur est nécessaire, on l'amène tout de suite au niveau de soins qui est requis. Vous me direz que l'accessibilité aux soins requis n'est pas toujours possible. Alors, on va voir également dans la présentation comment, dans l'attente d'un niveau de soins requis, certaines interventions de niveau inférieur peuvent quand même offrir un soutien et un support aux patients. Cette pyramide de soins, vous pouvez la trouver dans le protocole sur la dépression. Je vais donc donner quelques exemples à chacun des niveaux de soins. Donc, à l'étape 1, ou le premier niveau de soins, nous sommes dans l'évaluation. Pour toutes les présentations connues ou soupçonnées de la dépression, on rappelle l'importance de faire l'évaluation, le soutien aux patients, d'offrir de la psychoéducation et de la surveillance active. La surveillance active, entre autres, pour les patients pour lesquels on n'a pas suffisamment d'éléments qui nous permettraient d'offrir un soin tout de suite, mais d'être bienveillant et vigilant pour vérifier s'il y a une détérioration des symptômes ou encore pour les patients qui sont peu motivés à amorcer quelque chose. Pour faire l'évaluation clinique, il existe un ensemble d'outils cliniques. Le PHQ-9 en est un exemple qui permet d'évaluer la sévérité du trouble. Alors, je vous mentionnais d'emblée que le simple diagnostic ne suffit pas à déterminer le niveau de soins requis. Il faut également en évaluer la sévérité. Quelqu'un qui souffre d'une dépression légère n'aura peut-être pas les mêmes besoins qu'une personne qui souffre d'une dépression sévère, réfractaire. Donc, cet outil-là est un exemple qui peut être utilisé. D'ailleurs, vous pouvez également trouver différents outils d'évaluation sur le site Internet ici que je pointe. L'éducation des patients. L'éducation et les informations à fournir sont très importantes. Les informations sur la maladie, mais également les informations sur les traitements disponibles et les informations sur les saines habitudes de vie. On ne traite pas uniquement la maladie, on souhaite que les gens demeurent en santé. Finalement, offrir des informations sur les services disponibles par les différents prestataires de soins.
On n'a pas l'obligation, lorsqu'on travaille dans une équipe, de tout offrir, mais nous avons la responsabilité populationnelle de diriger les personnes vers les bons soins, les bons services, d'où l'importance de travailler en collaboration. Différents outils existent pour aider à identifier ou à offrir des outils d'éducation. Vous avez ici les sites Internet de Revive et une adresse Internet où il est possible de télécharger différents fascicules d'informations pour les patients. En résumé, à l'étape 1, on procède à une bonne évaluation clinique complète. Au besoin, on accède au psychiatre répondant qui va pouvoir préciser l'évaluation. On se dote d'outils qui permettent de donner une bonne information aux patients. On assure un suivi actif pour les patients qui ne souhaitent pas tout de suite amorcer un traitement ou pour lesquels on a l'impression qu'une rémission spontanée serait possible. Sachez que dans certains cas, des patients peuvent avoir une rémission spontanée pour des symptômes davantage légers. Je tiens également à noter l'importance, surtout lorsqu'il s'agit de troubles mentaux courants, d'assurer l'évaluation de la dangerosité suicidaire. Le risque suicidaire est d'autant plus élevé lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui souffre de dépression ou d'anxiété. À chacune des entrevues, on devrait s'assurer de faire cette évaluation. À l'étape 2, nous entrons dans les interventions dites de faible intensité. Ces interventions vont être utiles pour les personnes qui ont des symptômes persistants sous le seuil clinique ou encore des dépressions légères à modérées. Mais que sont les interventions de faible intensité? Le terme peut sembler péjoratif. Attention, ce n'est pas parce qu'on parle d'interventions de faible intensité que ce sont des interventions de faibles impacts. Ce sont des interventions, par exemple, où on va introduire le soutien à l'autogestion des soins, les programmes structurés d'activité physique, la bibliothérapie avec des guides d'autosoins reconnus comme efficaces. Ces interventions facilitent l'accès et la rapidité aux services, augmentent également le choix pour les patients. De plus, on réalise que d'offrir ce type d'intervention-là nécessite parfois une expertise moins pointue chez nos professionnels et la possibilité d'offrir ces interventions-là sous différents formats. Donc, comme je mentionnais, ce n'est pas parce qu'on parle de faible intensité qu'il s'agit de faible impact ou de faible engagement du patient. C'est important de voir ces interventions-là comme une plus-value. Plusieurs de ces interventions, entre autres pour le traitement de la dépression ou de l'anxiété, vont se faire sur des principes et des composantes de la thérapie cognitive comportementale. Il s'agit souvent d'interventions brèves et simples qui permettent de diminuer le recours aux intervenants et aux spécialistes. Donc, à l'étape 2, pour les patients ayant des symptomatologies légères qui ne s'amélioreraient pas, légères ou sous-cliniques qui ne s'améliorent pas, la bibliothérapie, l'utilisation des guides d'autosoins et différentes interventions psychologiques ou psychosociales dites de faible intensité, telles la résolution de problèmes, l'entretien motivationnel ou le soutien à l'autogestion. Quant à la pharmacothérapie pour la dépression, ce n'est pas le traitement de choix auquel on va recourir pour à ce niveau de soins. Cependant, il se pourrait que ce soit le traitement souhaité par un patient. À l'étape 3, nous sommes auprès de patients dont le niveau de dépression est de léger à modéré, mais qui ne s'est pas amélioré. Donc, on a évalué, il n'y a pas d'amélioration. Ou encore les patients qui souffrent d'une dépression modérée à sévère. Les traitements pharmacologiques et les interventions psychologiques de haute intensité sont alors reconnus comme efficaces. La combinaison des deux, d'ailleurs, en augmente l'efficacité. C'est à cette étape-ci également qu'on va mettre en place des stratégies de soins en collaboration. Les interventions de haute intensité pour le traitement de la dépression reconnues et efficaces dans les guides de pratique clinique sont celles qui sont bien connues là, de tous, la thérapie cognitive comportementale, la thérapie interpersonnelle, l'activation comportementale qui peut être utilisée aussi en faible intensité est reconnue comme efficace. Ceci ne veut pas dire que d'autres psychothérapies telles la thérapie d'acceptation ou encore la thérapie psychodynamique, bref, ne sont pas efficaces. C'est tout simplement, on a moins de données probantes pour en appuyer l'efficacité. En fait, ce qui demeure au cœur de tout ça, c'est toujours l'importance d'évaluer s'il y aura une amélioration, peu importe le traitement choisi. Au niveau des traitements pharmacologiques, ils sont souvent initiés à l'étape 3, voire même souvent initiés à l'étape 2. Les principes généraux sera l'importance d'assurer un bon suivi du début du traitement.
70% des patients qui amorcent un traitement pharmacologique pour le traitement de la dépression ne le fait pas de manière adéquate. Il y a souvent des abandons. L'efficacité des traitements pour amener des changements prend un certain temps. Donc, on fait un suivi, on évalue, on donne de l'enseignement sur la réponse au traitement. Évidemment, on évalue le risque suicidaire, car le risque suicidaire peut également venir teinter le choix de l'antidépresseur. Toujours important de faire une surveillance active de la symptomatologie en utilisant des outils validés, une surveillance régulière et d'utiliser des algorithmes lorsque c'est nécessaire pour adapter les traitements. Alors ici, ces composantes-là touchent davantage, en fait, les interventions que des pharmaciens ou des infirmières cliniciennes pourraient faire. En résumé, à l'étape 3, les traitements pharmacologiques peuvent être amorcés, des interventions psychologiques de haute intensité, des thérapies reconnues efficaces et d'autres thérapies peuvent également être amorcées. Et il est recommandé de faire les traitements combinés. Donc, idéalement, nous allons combiner à la fois la psychothérapie et la pharmacothérapie à ces étapes. L'étape 4, j'y vais très brièvement. Nous avons affaire à des soins aigus, des soins de crise, où nous entrons à ce moment-là davantage dans les services de crise, les services d'urgence. Alors, je n'irai pas dans le détail de ces interventions, car notre webinaire s'adresse aux gens de la première ligne. Alors, de quoi on doit se rappeler pour les modèles de soins par étapes? C'est donc l'importance d'évaluer la réponse au traitement. Cette évaluation-là se fait avec des outils cliniques, oui, mais également avec le jugement clinique du clinicien qui rencontre son patient et qui va pouvoir évaluer aussi avec lui sa perception d'une amélioration ou d'une dégradation de son état. Il est donc important de se doter dans nos plans d'intervention d'indicateurs qui nous permettront aussi d'évaluer la réponse. Les guides de pratique clinique recommandent de se doter d'outils. Vous en avez également qui vous sont disponibles au bas de l'écran dans les documents à télécharger. Et les plans d'intervention devraient inclure des objectifs spécifiques pour en évaluer l'atteinte. Vous avez ici quelques exemples. Alors, on s'adresse spécifiquement à la dépression ou aux troubles anxieux, de différents outils pour évaluer la réponse au traitement. Et sachez que la gestion de cas tout au long de l'épisode de soins, donc de se doter de quelqu'un qui peut assurer le suivi des patients. En fait, chacun d'entre nous, comme intervenant, avons une responsabilité de faire le suivi, d'assurer une gestion de cas, en améliorant l'éducation des patients, les motivant à participer à leurs soins, en assurant un suivi de la symptomatologie et de l'observance au traitement, et également en facilitant les visites de suivi, que ce soit auprès de son médecin ou d'autres professionnels, vont également être des interventions importantes à faire tout au long de l'épisode de soins. Les modèles de soins par étapes proposés dans les guides auxquels je vous ai référé indiquent les niveaux, indiquent également les interventions qui peuvent être offertes, mais n'indiquent pas qui doit offrir les soins et les services. Encore aujourd'hui, notre réseau fonctionne avec un réseau local de services, peut-être appelé à changer dans les prochains mois, qui sait. Par contre, on doit se rappeler que la responsabilité de définir qui va offrir ses soins et ses services doit être faite en collaboration avec l'ensemble du réseau. On ne doit pas prendre sur ses épaules de tout faire, de tout offrir, mais davantage de s'assurer que les bons intervenants, aux bons endroits, vont offrir le bon niveau de soins lorsque requis. Alors, il faut travailler en collaboration avec notre réseau afin de bien organiser une offre de soins et services qui respecte les principes des trajectoires de soins. Alors, j'espère que vous m'avez bien suivi. Je vais faire une petite pause pour vous rappeler que vous pouvez télécharger au bas de l'écran l'ensemble du fichier de la présentation PowerPoint. Donc, elle est disponible dans le partage de fichiers. Vous avez également dans ce partage de fichiers une liste qui inclut l'ensemble des documents auxquels j'ai fait référence avec les hyperliens pour pouvoir les télécharger. Pour la seconde partie, je vais m'adresser à nos collègues, Mme Arévian et Mme Joanne Lapointe, qui ont la générosité d'être présentes avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur guichet d'accès en santé mentale. Le guichet d'accès en santé mentale de votre CSSS a été un peu revampé
qu'on pourrait dire. Je vais donc donner la parole en premier à Madame Annie Arévian, afin que vous puissiez nous présenter le fonctionnement de votre guichet avant vos changements. La parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, avant, depuis la création jusqu'à septembre 2012, le guichet d'accès était composé de deux intervenants. Ces deux intervenants prenaient des fax reçus par les médecins de famille. C'était des intervenants qui s'occupaient à ouvrir les demandes, à rappeler les clients. Ils étaient engorgés par le flux de demandes qui arrivaient et puis les tâches médicales qu'ils devaient faire. Donc, avec la charge de travail, c'était impossible pour eux de faire des évaluations. Alors, attendez, on a une note comme quoi le son n'est pas bon. On va faire la correction. Donc, les échanges étaient presque tous faits par téléphone, sous forme de cueillette d'informations. Il y avait peu d'évaluation et d'analyse. L'orientation des demandes était soit à l'équipe santé mentale de première ligne, soit à la deuxième ligne. Et puis, il y avait à peu près minimum 2 mois d'attente avant que le client soit contacté au guichet. Et puis, un autre 4-5 mois avant que le client soit vu en individuel par l'équipe de santé mentale. Alors, on est désolé, il semble qu'on ait un problème technique. On va faire un changement de micro pour notre conférencière. Et puis, comme ça, le son va aller mieux. Bon, je vais résumer brièvement. Donc, il y avait 2 intervenants au guichet d'accès en santé mentale qui travaillaient initialement par téléphone pour faire les contacts avec les usagers. Ça se faisait donc cueillette d'infos, il n'y avait pas d'évaluation ni d'analyse. L'orientation était l'équipe santé mentale pour suivi individuel ou la deuxième ligne. Donc, à peu près, il y avait minimum 2 mois d'attente au guichet d'accès pour que le client soit contacté. Et puis, un autre 4-5 mois pour avoir un suivi individuel. Peut-être, Joanne, tu peux nous dire l'impact parce que tu as été là pour dire c'était quoi l'impact au niveau des intervenants du guichet. Oui, donc au niveau plutôt clinique, c'était pas très gratifiant comme travail. On contactait tout simplement les clients au téléphone pour tenter de faire une petite cueillette de données, pour ensuite tout simplement pas vraiment analyser la situation, mais plutôt les diriger directement en liste d'attente pour un suivi individuel. Donc, on n'avait pas vraiment, comme on dit, d'analyse à faire ou quoi que ce soit. Puis, c'était pas. Ensuite, les intervenants de suivi recevait ces clients-là, puis nous disait par la suite que c'était pas toujours très pertinent, donc il y avait une insatisfaction de tous les côtés à ce niveau-là. Donc, et puis on se sentait complètement débordé aussi par la quantité de demandes, puis les demandes à répétition, puis le temps que ça pouvait prendre à traiter. Donc, c'était pas idéal comme situation. Alors, présente les principaux, donc, les principaux changements qui ont guidé votre démarche de réorganisation, Annie, on vous écoute. Nous, on a eu la chance de pouvoir participer à la recherche Cible Qualité 2. Donc, et puis, ce qui nous a allumé le plus, c'était de faire des bonnes évaluations parce qu'on trouvait que, puis on voulait utiliser aussi le concept de niveau de soins, l'hiérarchisation de soins. Donc, pour faire ça, c'est qu'utiliser le bon service au bon moment. Et puis, il fallait qu'on change notre fonctionnement. Nos évaluations, donc, on a décidé de faire des évaluations en face à face pour pouvoir justement déterminer le niveau de soins en se basant sur les manifestations symptomatologiques,
le niveau de fonctionnement, ainsi que les facteurs environnementaux et les problèmes psychosociaux. Et puis, ce qui nous a pris pour pouvoir réaliser d'un jour à l'autre, on a tout changé le fonctionnement du guichet d'accès. Et puis, actuellement, c'était une décision administrative, on a décidé de renforcer le guichet d'accès. Actuellement, on a 7 intervenants qui travaillent au guichet, donc ça représente à peu près 25% de notre équipe de santé mentale. Et puis, c'est une équipe qui est devenue équipe. Ils ne travaillent plus en solo comme avant. On a des réunions de discussion de cas au guichet avec les psychiatres répondants. Ça a été aussi pour alléger le travail le travail des professionnels. On a décidé d'ajouter une adjointe administrative pour faire tout le travail clérical. Donc, il y a une agente administrative qui ouvre les dossiers dans le logiciel SIC+, puis une autre agente administrative qui fait les appels pour fixer des rendez-vous avec les clients, pour faire les relances, pour envoyer les lettres, et puis les intervenants pour aider les intervenants à se concentrer vraiment sur leur travail clinique. On a une gestion de l'horaire de travail vraiment prédéterminée au niveau du guichet. Donc, les intervenants ont des plages horaires d'évaluation. Il y a à peu près 2 nouvelles évaluations par jour. Au total, ça fait 7 évaluations pour quelqu'un à temps complet. Ils ont des plages horaires de réunion d'équipe, de pouvoir faire des cours suivis et puis pour faire leur rédaction. Quand c'est nécessaire, quand ça nécessite une expertise, donc l'équipe travaille en co-intervention avec les différents professionnels, donc pour aller ensemble faire des évaluations, soit à domicile, soit dans nos bureaux. Alors, en fait, ce que je comprends, Annie, c'est qu'il y a eu un changement au niveau des structures administratives et il semble y avoir un élément assez central qui est le soutien clérical qu'on néglige peut-être parfois dans la réorganisation de nos services et on regarde souvent sous l'angle clinique et des cliniciens. Mais j'imagine que ça a pris une agente administrative motivée aussi à embarquer et faire partie de cette équipe. Oui, c'est vraiment ça. Donc, on a trouvé notre perle rare pour pouvoir faire le suivi systématique. On a créé une base de données pour qu'elle puisse vraiment noter les appels, les relances, envoyer des lettres. Donc, oui. Merci beaucoup. Du côté des changements organisationnels aussi, vous avez eu une collaboration avec la deuxième ligne. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, on a décidé, afin d'assurer la continuité entre la fluidité des services, donc pour pouvoir mettre en application le niveau de soins, il fallait avoir quelqu'un qui nous aidait à Douglas. Donc, on a décidé de partager les frais d'une intervenante circulante pour pouvoir justement qui travaillait à moitié temps au CLSC, moitié temps à Douglas, vraiment pour assurer l'accessibilité des services. Donc, elle garantissait la prise en charge. Donc, de cette façon, le client avait les services. C'était pas au client d'aller cogner aux portes pour avoir des services. Donc, et puis, elle nous aide beaucoup pour les soins partagés. Alors, ça a amélioré également la fluidité entre la première et la deuxième ligne. Oui. OK. Le psychiatre répondant la présence des médecins spécialistes répondants, tel que prévu là, dans le plan d'action, représente un défi de taille pour plusieurs territoires. Je sais qu'au début des travaux de cible qualité avec vous, c'était un défi, mais je crois que vous avez eu là également un peu des perles rares. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces psychiatres répondants vous soutiennent directement au niveau du guichet? Donc, oui, on est chanceux d'avoir 2 bons psychiatres répondants, Dr Israël et Dr Beaulieu. Donc, la façon que nous, on collabore avec nos 2 psychiatres, c'est qu'ils sont là pour les intervenants. Et puis, aux 2 semaines, le guichet d'accès à des rencontres avec le psychiatre répondant. Puis, aux 2 semaines, c'est les intervenants qui ont. C'est pour nous aider au soutien au traitement à travers des discussions cliniques. On détermine ensemble quand on n'est pas sûr le niveau de soins, puis ils nous ouvrent des portes pour
pour référer les usagers deuxième ou troisième ligne. Donc, ils développent aussi nos compétences comme intervenants parce qu'ils nous ont aidés à faire des cours suivis, single session therapy que Joanne va tantôt parler. Puis c'est super intéressant parce qu'ils partagent leur expertise. Alors, merci beaucoup. Alors, un peu comme je mentionnais avec le modèle de gestion de maladies chroniques, on voit qu'il y a des changements, pas juste cliniques, mais des changements structuraux au niveau organisationnel. Joanne, je vais te laisser la parole. Vous avez votre trajectoire de soins ici, votre guichet d'accès tout au centre. Présente-nous brièvement votre trajectoire. Donc, en gros, on a développé un petit modèle qu'on a mis sur papier à la demande, si on veut, des médecins, des clients, parce que la trajectoire n'était pas claire pour les gens. Donc, on voulait représenter graphiquement la façon dont le client navigue le système en santé mentale, psychiatrie. Donc, tout au haut, on voit les demandes qui arrivent, des intervenants communautaires, des médecins, omnipraticiens, des centres hospitaliers, puis ça se rend, tout doit passer par les guichets d'accès santé mentale pour accéder par la suite à des soins plus spécialisés. Ensuite, au guichet, on rencontre tous les clients individuellement, en personne, pour faire une bonne évaluation et puis aussi pour faire des interventions brèves aux besoins. Donc, avec les travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières au guichet. Et suite à cette évaluation-là, la rencontre avec le client, on réfléchit sur l'orientation qu'on prend tout en tenant compte des besoins du client en tant que tel et de ses préférences. Et puis ensuite, on a différentes options qui sont ouvertes à nous, là, qui sont en fait un petit peu aussi reliées aux différents niveaux de soins là, qui existent selon le système de soins par étapes. On peut envoyer dans des interventions qui sont plus légères au niveau des organismes communautaires. Il peut y avoir des groupes de gestion en santé mentale qui sont offerts en CLSC. On a également des suivis individuels en CLSC où la personne peut requérir des soins plutôt en psychiatrie et à ce moment-là, on réfère à l'hôpital Douglas via le module d'évaluation et liaison qui permet ensuite le client d'accéder à une prise en charge dans les services spécialisés. Puis, il y a toujours des rétroactions, comme on peut voir, parce que le client se promène là-dedans. Donc, tout dépendant du traitement qu'il y a eu, de la réponse, ça revient, ça repasse par le guichet pour retourner ailleurs ou ça retourne à son médecin traitant. Alors ici, on a également, au-delà des changements organisationnels, sur le plan clinique, alors comme clinicienne, qu'est-ce que ça l'a permis? Quels ont été les changements que vous avez amorcés? Donc, contrairement à la cueillette de données qu'on faisait autrefois, maintenant, on se permet de prendre le temps face à face avec le client, de lui donner une rencontre. On se donne un minimum d'1 heure avec le client, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures, où on prend vraiment le temps de faire une évaluation complète biopsychosociale de tous ses besoins. On évalue également là, au cours de cet entretien-là sa motivation pour essayer de déterminer avec le client quels soins lui serait le plus approprié selon sa problématique. Puis, il faut également s'assurer de bien vérifier tous les antécédents du client, les services qu'il a déjà reçus dans le passé aussi pour ne pas toujours répéter le même pattern de soins si ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, on utilise ce moment-là pour faire ça également. Puis, on va évaluer avec les outils tels que le PHQ-9 dont on a parlé tout à l'heure pour évaluer la sévérité de la problématique. Et ensuite, le client, avec le client, on va discuter des différentes offres de services, qu'est-ce qui existe pour essayer d'arriver en concertation avec le client à ce qui lui convient le mieux et ce qui est idéal cliniquement pour lui également. Vous avez aussi introduit les interventions de faible intensité, des interventions brèves directement au guichet. Si je vous demandais, est-ce que vous arrivez à régler des choses directement au guichet? Oui, en fait, il y a beaucoup de clients qui nous sont référés. Bon, souvent, le médecin, référé par le médecin qui souhaiterait que le client fasse une psychothérapie, par exemple, mais ce n'est pas toujours ce que le client a besoin. Donc, au cours de notre entretien, en une rencontre, souvent, on peut régler bien des choses en donnant un petit peu de psychoéducation, par exemple, concernant les saines habitudes de vie, concernant la médication qui lui a été prescrite.
Aussi, on peut lui remettre des documents. Il y a des clients qui préfèrent ne pas s'asseoir en face à face avec un thérapeute, mais qui préfèrent quelque chose comme le guide d'auto-soin, où il peut y aller à son rythme et faire ses propres, si on veut, lectures et apprentissages, et puis faire les exercices, tout en étant supporté par un intervenant du guichet auquel il peut se référer par la suite. Donc, et puis des fois, c'est ça, c'est juste pour diminuer les inquiétudes des clients. Une rencontre suffit là, pour, si on veut, là, bien stabiliser là, la situation, qui parfois est une crise finalement, puis on peut la résoudre. Je vois également que vous avez bonifié votre offre de services de groupe. Qu'est-ce que vous offrez au niveau des interventions de groupe? Donc, pour le moment, au CLSC, on offre plusieurs groupes. On en a un qui porte sur la gestion du stress et de l'anxiété. Il y en a un qui porte sur le rétablissement et la dépression. On en a un qui porte sur les troubles relationnels. Également un sur la psychose associée à la toxicomanie. Et puis les troubles bipolaires. Donc, ces groupes-là sont offerts, c'est pas au guichet qui sont offerts, c'est vraiment dans l'équipe de soins et l'équipe de suivi. Donc, ça fait partie des orientations pour référer les personnes. Donc, c'est pas juste de l'individuel, il y a également des groupes lorsque c'est adapté. Et c'est exactement ça. Ça fait partie de l'offre de service qu'on a aux clients. À la fin, j'ai terminé ma présentation, mon bout, en parlant de l'importance dans les trajectoires de soins, des soins d'étape, de la gestion de cas. Et vous avez mis un accent aussi au niveau de ce rapport de gestionnaire de cas. Oui, c'est-à-dire que quand un client est référé au guichet d'accès, l'intervenant du guichet d'accès santé mentale devient le gestionnaire de cas de cette personne-là. Donc, va suivre l'évolution au cours de son épisode de soins. Donc, si on réfère en quelque part, on va s'assurer que la personne a bien été acceptée aux différents endroits, qu'une fois qu'il a terminé, qu'on vérifie si l'intervention a été appropriée, s'il a besoin d'autre chose comme soin, et on peut rediriger la personne vers les services appropriés à partir du guichet. Et la personne a toujours nos coordonnées. Dès qu'on a des retours, il peut avoir été évalué en psychiatrie, les retours d'évaluation nous reviennent, on les regarde, on s'assure auprès du client là, qu'on peut le rediriger là, vers les bons endroits pour recevoir ses soins. En fait, ce que je comprends, c'est que vous faites une gestion bienveillante de l'épisode de soins et vous accompagnez dans la référence pour s'assurer qu'est-ce qui a été donné, ce qui permet aussi d'évaluer la réponse au traitement qui a été donné. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Donc, une réorganisation d'un guichet, plus d'interventions de faible intensité. Quels ont été les impacts pour la clientèle, pour les professionnels? Donc, c'est certain, au niveau de la clientèle, il y a eu la liste d'attente a diminué de beaucoup. Il a rapidement accès à un clinicien pour le rencontrer là, dès les premières semaines de la référence. Donc, il reçoit déjà des interventions plutôt que d'attendre sur une liste d'attente, de recevoir une intervention là, après plusieurs mois d'attente. Également, ça nous permet de diminuer au niveau des évaluations, le nombre d'évaluations que le client reçoit. On fait une bonne évaluation au guichet. Cette évaluation-là suit ensuite le client vers les autres professionnels, peu importe que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, le client n'a pas à se refaire évaluer à chaque étape et finalement ne jamais recevoir de soins parce que c'est des évaluations à répétition. Et on va accompagner le client pour s'assurer qu'il navigue bien dans le système, l'accompagner au rendez-vous s'il faut. Et puis, tout ça fait en sorte qu'il y a une diminution de temps au niveau de la prise en charge dans l'équipe santé mentale parce que plusieurs choses sont réglées avant de se rendre à un suivi individuel. Donc, pour les professionnels, c'est certain que c'est plus valorisant. On met beaucoup d'emphase sur nos habiletés cliniques, de faire des évaluations plus complètes ainsi que l'intervention. Donc, les gens sont beaucoup plus satisfaits en bout de ligne de leur travail. Ça nous permet de faire toutes sortes de choses différentes aussi. Donc, on s'ajuste aux besoins du client, puis on a la latitude d'intervenir et non pas seulement qu'évaluer de façon systématique. Et puis,
La façon qu'on a organisé les rendez-vous, ça nous donne plus de temps à consacrer aux clients. C'est pas tout le monde qui a la chance de vraiment passer jusqu'à 2 heures avec un client pour connaître ses besoins de façon approfondie. Il y a sûrement eu des impacts aussi au niveau de vos collaborateurs, Annie. Bon, oui, effectivement, je pourrais dire nos principaux référents, ce sont les médecins de famille. Donc, l'année passée, 65% des références venaient de nos médecins de famille. Et puis, ils ont une réponse rapide, ce qu'ils apprécient beaucoup. Nous, on envoie une réponse suite à l'évaluation, une réponse pour dire l'orientation de la demande. Et puis, on inclut l'évaluation biopsychosociale faite par nos professionnels aux médecins, ce qui est très apprécié parce que les médecins au sans rendez-vous, ils n'ont pas le temps de faire une évaluation globale. Les évaluations, l'historique, les problèmes sociaux, ça les aide. On a aussi un mécanisme de communication systématique grâce à notre agente administrative. Donc, aussitôt que l'usager est assigné, on envoie une communication avec le médecin pour donner les coordonnées de l'intervenant de suivi. Par la suite, il y a régulièrement des communications avec le médecin de famille. Évidemment, ça, c'est par papier quand ça va bien, mais quand l'usager a besoin d'un peu plus, il est en crise, c'est sûr qu'on prend le téléphone, on les appelle puis on les accompagne. Puis, au niveau du système de la santé, je trouve qu'on a une utilisation optimale des services de la première, deuxième et troisième ligne. Donc, quand c'est approprié, première ligne, c'est approprié. Quand c'est deuxième ligne, donc on les envoie. C'est pas comme il s'en va en deuxième ligne, il revient, il s'en va, il revient. Donc, on utilise les piliers comme il faut. Si on y allait avec quelques chiffres qui permettraient un peu, vous êtes tributaire des ententes de gestion, hein? Il y a des indicateurs, il y a des cibles à viser, il y a des éléments qui devaient être attendus pour l'intervention, un certain délai pour une première intervention. En tout cas, là, ici, Joanne nous a vraiment fait voir qu'il y a une intervention rapide. Donc, l'évaluation n'est pas juste une cueillette de données, mais une intervention en soi. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre guichet si on y allait avec les chiffres? Les chiffres. Donc, avant qu'on puisse instaurer ce système, on avait 100 personnes sur la liste d'attente avec 4 mois d'attente, minimum 4 mois d'attente pour un suivi, sans compter qu'il y avait 2 mois aussi pour être appelé par le guichet. Et puis, des usagers souvent qui étaient sur la liste d'attente, après 4-5 mois, la motivation n'était pas évaluée, donc ils ne retournaient pas les appels des intervenants. Le taux d'abandon était très élevé au niveau du suivi. Il y avait 25% qui ne donnaient pas de signe. Donc, actuellement, depuis qu'on a instauré ce système, je dirais 38% des demandes sont réglées au guichet, ce qui comprend les cours suivis, les interventions à faible intensité. Donc, 12% sont dirigés au mail en deuxième ligne des références. 16% sont orientés vers les organismes communautaires ou à l'interne, mais vers les services généraux. 10% donc suivis au guichet. Les 43% des demandes sont orientées vers suivi individuel ou de gros. Je dirais en pourcentage, c'est à part égale, donc 50% groupe, 50% individuel de ces 43%. Puis actuellement, on a comme 19% qui refusent les services, dès notre premier contact téléphonique. Au niveau des chiffres, sur les gens qui sont, une fois qu'ils vont être orientés vers les demandes individuelles, est-ce qu'il y a un délai d'attente qui est long, par exemple, avant de débuter l'intervention? Ce que je comprends, si on oriente vers une intervention de haute intensité, est-ce que l'attente va être longue pour, par exemple, avoir accès à une psychothérapie individuelle? Actuellement, il n'y en avait pas d'attente, honnêtement. C'était un mois d'attente. Au mois de septembre, on n'avait pas de délai d'attente. Actuellement, maximum, c'est 2 mois. Je sens que vous allez faire des jaloux à quelques endroits. Je ne sais pas, peut-être, Joanne, est-ce qu'il y aurait des chiffres que tu ajouterais, toi, spontanément, comme clinicienne? OK.
Alors, si je résume, ce que l'on va voir, c'est votre rôle du guichet, un rôle vraiment clé au niveau des 2 premières étapes, hein. Au niveau de l'évaluation, vous avez investi beaucoup. Vous avez développé vraiment au niveau des interventions de première ligne, donc une collaboration étroite avec votre équipe. Le guichet fait partie de l'équipe de santé mentale et donc, vraiment, la collaboration est là. Il y a une collaboration aussi accrue entre les services de première ligne et deuxième ligne, possiblement aussi due avec votre conseillère là, à la deuxième ligne. Vous avez parlé de la fluidité, Annie, hein, qui a été aidée. Donc, le modèle de soins en étapes, on peut voir comment on peut le représenter ici entre les différentes lignes de service. Pour la suite, on va prendre quelques questions, quelques commentaires. Anne-Marie, tu nous as écrit 2 questions. Alors, il y a quelqu'un qui demande la rétroaction qui est faite au médecin suite à l'évaluation biopsychosociale et l'évaluation. Est-ce que c'est une évaluation complète qui est envoyée ou c'est une synthèse de l'évaluation? Donc, en fait, on envoie vraiment l'évaluation complète. C'est ce qui est très apprécié de la part des référents. On s'assure quand même d'avoir le consentement là, du client pour ce faire, mais habituellement, il n'y a aucun problème parce que le client comprend qu'on travaille en collaboration, par exemple, avec son médecin qui l'a référé. Donc, on nous autorise de transmettre à ce moment-là l'information complète au niveau de l'évaluation. Est-ce qu'il s'agit de votre formulaire d'évaluation qu'on a rendu disponible aux gens qui est envoyé? Parce qu'on a mis disponible sur la plateforme, les gens peuvent télécharger votre évaluation. Est-ce que c'est ce document-là qui est acheminé? Pour le moment, c'est quelque chose qui est basé là-dessus. C'est un document qu'on s'est créé pour faciliter notre évaluation. On utilise une autre plateforme présentement, où est-ce que c'est écrit plus en forme de rapport, mais oui, on veut utiliser ce document-là très prochainement là, pour faire notre évaluation complète et l'envoyer intégralement au référent. Alors, c'est en implantation. Quelqu'un demande quel est le pourcentage de demandes qui vont être orientées vers la deuxième ligne, vers des services spécialisés, donc qui entrent au guichet, qui... Je dirais 2% des demandes, 2 à 3% des demandes qu'on reçoit, on les envoie en deuxième ligne. Donc, la plupart sont prises en charge par des épisodes de soins chez nous. Donc, un faible pourcentage quand même. Il y a une question par rapport au groupe. Alors, on sait, puis on a pu l'observer à travers nos travaux, qu'il y a beaucoup de CSSS, il y a beaucoup de milieux qui se sont dotés d'interventions de groupe. Un participant nous demande de parler de l'avantage des groupes et quel type de groupe, parce qu'il faut bien savoir qu'un groupe psychoéducatif, un groupe de soutien n'est pas une thérapie de groupe, hein. Alors, peut-être distinguer les formats de groupe qui sont offerts, que ce soit au guichet ou en première ligne, là, au niveau des équipes de suivi. Donc, nos groupes sont tous offerts par l'équipe de suivi. C'est vraiment des groupes de psychoéducation. Ça nous permet de faire affaire avec la loi 21 également, là, pour s'assurer que tous les intervenants, peu importe s'ils sont psychothérapeutes ou pas, puissent animer un groupe. Et puis, la durée des groupes, c'est variable, mais la plupart des groupes, sauf le groupe pour les personnes psychotiques, sont des groupes fermés d'une durée qui varie entre 10 et 15 semaines. Donc, pour des durées à chaque session, des rencontres de 1h30 à 2 heures, comme je vous disais, là, qui s'étalent sur une durée de 10 à 15 semaines. Puis, en fait, c'est ça le modèle qu'on utilise. Puis, ça fonctionne très bien. La plupart des gens qui sont référés au groupe par la suite ne requièrent pas autre soins. Donc, c'est une offre de service qui est très importante, là, puis sur laquelle on a mis beaucoup d'emphase pour aussi libérer les gens pour les suivis individuels. Alors, il y a des questions qui s'adressent aussi davantage au suivi individuel. Alors, je veux juste préciser aussi que notre présentation visait beaucoup la réorganisation du guichet d'accès, mais il y a quelqu'un qui pose une question très concrète. Combien de suivis individuels sont faits par intervenant? Combien de suivis individuels par jour par l'équipe? On vise 4 rencontres
par intervenant par jour. Donc, puis on fait des assignations systématiques. C'est quelqu'un qui travaille à temps plein, c'est 6 nouveaux usagers distincts, donc qu'on assigne. Et puis, il faut qu'il voit 84 usagers par jour. Alors, ici, on adresse davantage au niveau de la répartition des cas dans les interventions de haute intensité. Donc, ce qui est nommé, c'est 4 clients vus par jour. Lorsque vous parlez de 6 nouvelles assignations, c'est par période administrative? Oui. OK. Donc, j'espère que ça donne des indicateurs. Il y a une question au guichet d'accès. Vous êtes rendu à 7 intervenants. On pose la question, qui sont ces intervenants sur le plan professionnel? Joanne, je vais te laisser répondre. Donc, actuellement, les professionnels sont des infirmières, travailleurs sociaux. Donc, il y a 4 infirmières, 3 travailleurs sociaux qui font le guichet d'accès santé mentale. Est-ce que vous pouvez avoir recours à d'autres professionnels de votre équipe? Je pense entre autres, Joanne, tantôt vous avez mentionné la loi 21 hein, qui vient encadrer la pratique et au niveau des actes réservés pour l'évaluation. Donc, l'évaluation. Est-ce que, au besoin, vous allez faire appel à un psychologue s'il y a une demande et si un diagnostic de santé mentale doit être posé? Oui, occasionnellement, la situation requiert quand même une bonne évaluation psychologique, un diagnostic psychologique qui soit posé là, dès le début pour mieux orienter. À ce moment-là, on fait recours à un des psychologues dans l'équipe de suivi qui est là justement qu'on lui demande spécifiquement de faire une évaluation pour nous permettre d'orienter les soins. J'aimerais juste ajouter quelque chose d'important, même si c'est comme 2 sous-équipes, le guichet, l'équipe de suivi, mais on travaille beaucoup en collaboration, on met beaucoup l'emphase sur l'entraide. Si jamais il y a un usager qui se présente, puis on a quelqu'un plus spécialisé dans l'équipe, donc l'intervenant du guichet va aller consulter, est-ce que ce soit un psychologue, un travailleur social ou l'éducatrice spécialisée, pour aller chercher les informations afin de mieux évaluer la personne. Puis comme on avait mentionné, on fait aussi des co-interventions en même temps pour ne pas dédoubler les tâches. On travaille beaucoup avec cet esprit-là d'équipe. Alors, dans notre réseau, parfois, on aime se comparer et il y a des gens qui veulent savoir, mais quel est votre volume? Il y a combien? Parce que les réalités, on a 95 CSSS au Québec, on n'a pas tous les mêmes effectifs temps complet de disponibles. Alors, un participant demande, quel est votre volume? Combien de demandes reçues et traitées au guichet d'accès? C'est une demande assez précise. Annie, à toi de répondre. Donc, l'année passée, nous avons reçu 2169 demandes. Donc, toutes les demandes sont traitées au guichet. Évidemment, de ces 2169, il y avait 19% qui n'ont pas donné de suite ou qui ont carrément refusé. Donc, à travers ça, tout c'est traité par nos guichets. Il y a également Joanne qui veut ajouter un point. En tout cas, c'est assez précis comme chiffre, on ne le mettra pas en doute. Joanne? Parce que j'ai vu qu'il y avait une question au niveau de la réorganisation. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a vraiment une personne au guichet qui va s'occuper de trier toutes les demandes, là, qui va regarder un œil clinique sur ce qui rentre comme demande pour faire le tri, pour vraiment s'assurer que c'est seulement les demandes pertinentes à la santé mentale qui ont besoin de nos services qui sont ensuite référés à un intervenant pour une évaluation face à face. D'autres demandes vont être redirigées directement vers des services appropriés parce que nous, on a décidé comme organisation de quand même garder le guichet ouvert à toutes les demandes pour simplifier la chose, pour pas que les médecins, entre autres, soient obligés de décider eux-mêmes est-ce que c'est plus une intervention psychosociale qui est requise ou une intervention au niveau de la santé mentale. Donc, avec ce tri-là aussi, ça nous permet de rediriger et ne pas nécessairement voir les clients qui n'ont pas besoin de services en santé mentale. Alors, j'espère que les réponses données par Joanne puis Annie vous amènent un peu plus d'informations suite à la demande, suite à la présentation. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si Anne-Marie, ma collègue, s'il y a une question qui ressort, qui serait plus importante,
Je vois qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec leur calculatrice, qui font des calculs précis, 6 demandes par jour, dont 19% ne donnent pas de suite, 3 petits points que M. Jeté. Mais en fait, c'est un guichet vraiment qui fait un travail aussi de discernement, de réorientation, qui est vraiment intégré aussi au sein du CSSS, ce que je comprends, pour faciliter la tâche à certains référents. On vous achemine des demandes, mais vous allez réacheminer ces demandes-là vers les bons services. Pour passer de 2 intervenants à 7 intervenants aussi, on voit que c'est très actif. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de modifications. Les défis, si Annie, je vous demandais spontanément et Joanne très spontanément, c'est sûrement pas tout rose tout le temps, 2 défis avec auxquels vous faites face actuellement. Je dirais, nous, on est toujours avec le concept d'amélioration continue. On aime ça, qu'aussitôt qu'il y a des irritants, de faire des modifications. Ça demande beaucoup de capacité d'adaptation de la part des intervenants. Puis moi, je dirais, un autre défi, c'est la rigueur de rédiger les évaluations. Donc, il faut être très rigoureux pour pouvoir, avec le rythme puis le flou des demandes qui arrivent, d'être très discipliné pour rédiger tout de suite, sinon les intervenants vont être engorgés par la rédaction. Joanne, est-ce que tu ajouterais quelque chose pour les défis? C'est certain qu'on a des délais pour les réponses. On doit quand même répondre assez rapidement. Puis, pour nous, en tant que cliniciens au guichet, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est d'essayer de bien planifier notre temps, puis les clients qui s'absentent, qui ne se présentent pas aux rendez-vous qui ont été donnés, qu'on doit recéduler et qui nous causent souvent des délais là, malencontreusement et pas par la faute des rendez-vous là, on leur fixe. Donc, c'est là-dessus qu'on tente de travailler actuellement. Un dernier commentaire, puis par la suite, je vais conclure. J'ai vu qu'il y a d'autres questions. Malheureusement, là, le temps va manquer. Annie, dernier commentaire. Moi, je dirais, c'est sûr qu'on a fait le virage dans une journée. Du vendredi au lundi, on avait tout mis à chambouler le système avec, évidemment, consultation avec les intervenants. Mais je peux témoigner comme gestionnaire, puis Joanne peut confirmer comme intervenante aussi au guichet, qu'on ne reviendrait pas à l'ancien système. Donc, les intervenants, ils sont très satisfaits avec le nouveau fonctionnement, puis ils ne veulent pas revenir à l'ancien système. Merci. Tu es d'accord, Joanne? Oui, tout à fait. OK. Alors, écoutez, je vous remercie aux participants. En conclusion, moi, ce que j'amènerais, c'est les leçons tirées de la littérature qui coïncident bien avec ce qui est nommé sur la réorganisation qui a été faite. Les modèles de soins par étapes peuvent être prometteurs quant au ratio coût-efficacité. Par contre, je vais faire attention ici, il est dur d'évaluer de manière randomisée l'efficacité de stratégies organisationnelles. Mais ce qui est évalué souvent dans ces modèles, c'est des interventions cliniques qui sont offertes aux différents niveaux de soins. Ça met en valeur les interventions de faible intensité et on en a vu l'exemple avec une offre de service où un patient est rencontré, la psychoéducation, la surveillance active. Il y a vraiment des interventions qui sont amorcées dès le départ, dès la référence au guichet d'accès. Les intervenants, les professionnels apprécient l'éducation et le suivi systématique, donc se sentent plus investis auprès des patients. Par contre, ça nécessite de la rigueur et ça a été nommé de bien gérer les passages d'une étape à l'autre. Et je crois que Joanne l'a bien démontré lorsqu'elle a présenté les aspects de la gestion de cas. Finalement, c'est important d'avoir des stratégies où le patient va demeurer actif tout au long de son épisode de soins, l'importance de l'étape d'évaluation lors de l'orientation vers le premier traitement. D'ailleurs, vous avez été à même de constater moins d'abandon chez les patients qui sont référés en suivi individuel suite à l'intervention qui est faite au guichet d'accès. Ici, j'ai mis un point d'exclamation au dernier point qui est important. J'en ai parlé brièvement. Il est important, par contre, parfois, on va laisser des patients à des niveaux de soins inférieurs parce qu'on n'a pas les ressources requises pour les amener vers des interventions de haute intensité. Ça peut être le piège des modèles de soins par étapes parce qu'on souhaite amorcer une intervention, on débute avec des interventions de faible intensité,
Mais il est important de savoir que lorsqu'un patient requiert une intervention de haute intensité, qu'il puisse y avoir accès et qu'il y soit référé. Donc, c'est les leçons tirées de la littérature qui, selon moi, coïncident très bien avec ce qui a été nommé. Si vous imprimez votre PowerPoint, on vous a laissé des éléments de réflexion pour vos organisations, quelques questions qui pourraient guider vos réflexions pour voir si vos trajectoires de soins peuvent être bonifiées. Très souvent, je vous dirais, l'expérience nous a démontré que très souvent, les éléments sont en place. Il faut parfois juste les coordonner autrement. Et j'imagine que si au CSSS Verdun, ils ont fait le changement du vendredi au lundi, c'est que les éléments étaient là, les gens étaient partie prenante et ça a été possible d'amorcer des changements sans tout réinventer, mais davantage en réorganisant. Alors, il y a encore des questions qui surgissent. Malheureusement, il est 13 heures. Et par respect avec les horaires, on va terminer notre présentation ici. Bon, il y a une question qui surgit là. Le pourcentage d'intervention de faible intensité versus de psychothérapie. Dans la présentation, il a été montré que 43% des gens sont orientés vers le suivi individuel ou de groupe. Donc, je réponds à cette question-là dans les changements, qu'est-ce que ça a donné. Vous allez recevoir un questionnaire par courriel pour un questionnaire d'appréciation. Peut-être vous pourrez y inscrire des questions au besoin. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du CSSS Sud-Ouest Verdun. Madame Arévian et Madame Lapointe sont porte-parole d'une équipe qui s'est mobilisée, qui a amorcé des changements tout au long de la réorganisation. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, merci à vous. Nous allons laisser quand même la salle virtuelle ouverte si vous souhaitez faire des commentaires et inscrire des questions. On en fera également une synthèse là, par la suite qui sera diffusée. Alors, merci à tout le monde. Merci à Anne-Marie Cloutier également, ma collègue, agente de recherche, chef d'orchestre de cette présentation. Au plaisir. Bonjour.